Je commence par les voyages qui ont été déterminants dans mon travail. Quand j'étais enfant, j'étais une enfant de la ville je ne voyais pas du tout la nature, je ne sortais pas beaucoup. Et un jour, j'ai été à la montagne, très très haut, et on a passé un col où il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'arbres, plus rien du tout, et je me suis trouvée dans un désert de pierres qui allait vers les neiges éternelles, et ça a été un questionnement sur le bout du monde, la fin du monde, par rapport à l'homme, etc. Et ça m'a déjà à ce moment-là donné envie de travailler, de faire quelque chose. Et par la suite, j'ai voyagé en Afrique, j'ai vu des choses assez extraordinaires, des choses qu'on voit pas ici, où il y a une nature très très forte qui interpelle énormément. Et quand je suis rentrée en France, je me suis mise à travailler énormément là-dessus. Et c'était comme une obligation de fabriquer des choses pour les faire, pour les montrer aux hommes, alors que c'était créé par la nature, par des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Et a posteriori, maintenant, quand j'y repense, le but c'était de faire pénétrer dans les habitats humains des éléments de la nature comme une sorte de consolation au quotidien. Confronté à soi-même. Je pense que un individu est avant tout un mélange de quelqu'un un mélange vraiment intime de quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui est chaotique, et je suis le parfait exemple de cette personne. D'un côté, j'ai cette envie d'organiser, d'ordonner, de mettre en relief, en plat, en couleur, les choses qui me touchent, qui ne sont que personnelles, à côté d'une vie qui n'est pas toujours linéaire, alors que je recherche quelque chose qui l'est plus, peut-être par besoin de, outre la plasticité de la chose, enfin des choses que l'on peut sortir, que l'on peut créer. La création reste de toute façon très illusoire, puisque ce ne sont que des étapes quelquefois faciles, des victoires un peu illusoires de temps en temps, et puis des moments vraiment de grâce, aussi des moments de recherche un peu infructueuses, mais qui sont toujours bonnes à prendre dans la mesure où on construit quelque chose, et soi-même d'abord, avant après le donner aux autres, le livrer, soit en galerie, soit peu importe le médium, et la manière dont on va le faire. Et la peinture, la sculpture, l'architecture d'intérieur, la scénographie fait partie des petites compétences que je peux développer, qui sont bien peu de choses par rapport à ce qui se passe, mais qui sont importantes pour moi puisque je vis avec moi-même. Les peintures que je présente ici dans ce beau lieu, ce sont des peintures, c'est mon dernier travail, en cueillant le goût de l'univers et les titres de tous ces travaux, qui sont en relation avec mon passé quelque part, avec une mémoire, avec la Crète qui est tellement loin, ça fait maintenant 40 ans qu'il est loin de moi, c'est blanc qui envahit mes toiles depuis quelques années. C'est un blanc qui m'est très familier finalement. Je vois des images de mon enfance, où ma mère, avec une brosse, avec de la chaux qu'elle avait préparée avec moi, peignait la maison pour lui donner vraiment un aspect beaucoup plus gai, beaucoup plus neuf. Parce que notre maison se trouvait près de la mer et l'humidité abîmait les murs. Forcément, chaque année, elle était
vraiment obligé de recommencer avec la chaux. Et c'est à ce moment-là, je me souviens, j'ai eu ma première révélation concernant la force et l'énergie de la couleur. J'ai regardé maman qui mettait des couches et des couches de chaux, mais rien ne s'est passé. Les blessures du mur restaient toujours là. Mais quelques heures après, quand le soleil tapait sur ces blessures de mur, alors le blanc, un blanc vraiment étincelant, apparaissait, qui m'éblouissait déjà en tant que gamin. Je n'imaginais pas que le blanc pourrait avoir une telle force. Donc, des années après, beaucoup d'années après, des décennies après, je reprends le blanc avec un grand plaisir. C'est une couleur qui m'ouvre des espaces, qui m'ouvre l'infini, qui m'ouvre des possibilités insoupçonnées et qui cache à l'intérieur, bien sûr, des blessures, qui cache des moments difficiles, mais qui cache aussi des moments de bonheur espéré, souhaité, et qui sont devant moi, ou dans le meilleur des cas, pourraient arriver même pendant le moment de la réalisation de la toile. Ce blanc est tellement fort et important que des fois, ça prend vraiment la totalité de mon travail. À un moment, la toile devient tout à fait blanche et je suis obligé de revenir avec le noir, avec du gris, pour ne pas faire une toile monochrome. Et les couches se succèdent. 1, 2, 3, 4, 5, comme je voulais vraiment cacher quelque chose, comme je voulais, ou au contraire, protéger quelque chose qui est à l'intérieur de la couleur. Mais en tout cas, c'est une couleur qui fait partie de ma vie et qui est très importante. Voilà, c'est bien sûr pour le début. Alors, je vais reprendre la question que Myriam m'a posée au niveau des couleurs, comment c'était venu. Et c'est vrai que avec le professeur Tomatis, qui m'a appris à faire la connexion entre le son et la couleur, et ça m'a donné une impulsion d'une gamme. On démarre bien sûr le pied, c'est noir, après on le brun, le rouge, l'orangé, le jaune, le vert, le bleu et l'indigo pour terminer. Et tous ces tons-là sont repris dans la philosophie hindoue qui insiste sur les particularités de l'organisme. Donc il y a un rapport profond entre le corps et le son. Mais cette dynamique du son correspond pour moi à la couleur. Et j'ai voulu, après, faire des essais d'intensité lumineuse au niveau de la couleur, en prenant référence à ce rapport-là. Et par la suite, quand j'ai rencontré la peinture de Rothko à l'occasion de sa rétrospective à Cologne, ça m'a confirmé que effectivement il y avait le rapport avec Rothko entre la couleur et le son, parce que lui aussi a été imprégné de musique. Et après, avec mon ami Benrat, où j'ai appris après, à la fin de sa vie, que lui, il avait été déclenché, parce qu'on était très proche au niveau artistique des sons, ben, il était déclenché par Rothko également. Donc, c'est vrai que c'est une référence. On a tous, bien sûr, dans les écoles, les études, la philosophie, la littérature, la poésie. La poésie, pour moi, représente beaucoup, mais là aussi, la musique, le son est très, très important. Et pour m'amuser, j'écoute parfois des sons et j'interprète ça en couleur. C'est très intéressant au niveau de la démarche. Et grâce, je peux dire au professeur Tomatis, et bien sûr à Rothko pour terminer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire dans mon parcours de peintre.
Je suis la fille de Nick Josène et son porte-voix aujourd'hui. L'exercice est un peu périlleux parce que parler de l'œuvre de Nick Josène, c'est prendre le risque de mettre une parole abusive qui viendrait effacer le silence qu'elle a tenu à mettre dans chacune de ses œuvres. Je pense que c'était un aspect vraiment important. Et ce qui était aussi très important, c'est que ce silence devait appeler une parole, mais pas une parole qui le définit. Une parole autre, une parole qui s'approprie quelque chose de l'œuvre, qui la révèle, qui lui donne un nom. Maman ne donnait jamais de titre à ses œuvres, et ces titres venaient toujours d'ailleurs. La plus belle histoire et la plus belle parole qui lui a été donnée, je pense, remonte au tout début, en 1979. Elle a exposé dans un petit patelin qui s'appelle Antine, c'est pas loin d'Esneux, pas loin de chez nous. Et une œuvre a été achetée par une dame d'Esneux qui en a envoyé une photo à son fils Michel Denet. Exilé au Canada par objection de conscience, il avait fait l'INSAS, personnalité très lyrique, il voulait pas faire son service militaire. Il a reçu la photo et il a écrit une très longue lettre. Il a parlé de cette œuvre. Et ça a été la naissance d'un long échange épistolaire où cet homme, exilé au Québec, a mieux que personne parlé de l'œuvre de maman, de Nick Josène, et a continué à le faire jusqu'au bout. Voilà, et je voulais peut-être aussi nommer Manette Reprils, qui dès les années 80 a aussi parlé de façon beaucoup plus batailleuse et énergique, parce que c'était une personnalité très énergique, de l'ouvrage de maman. Donc moi, je ne saurais pas en parler parce que ce silence ne me gênait pas, mais pour que son ouvrage devienne une œuvre, il a fallu que des personnes comme Michel Denet et Manette Reprils mettent en mots quelque chose qui n'est pas l'œuvre entière, qui ne la résume pas, mais qui en dit assez pour qu'elle ait un statut d'œuvre. Voilà. Seit 1985 etwa beschäftige ich mich mit der senkrechten und waagrechten Linie in der Skulptur. Also ich schneide mit der Kettensäge ins Holz, und zwar von der einen Seite senkrechte Linien, von der Gegenseite waagrechte Linien. Und in der Mitte des Holzes gibt es damit Freiräume. Da, wo sich die senkrechte und die waagrechte begegnet, gibt es praktisch Freiräume. Es gibt ein Platz für Licht, eine neue Struktur, eine neue Figur. Mich interessiert sozusagen das, wo sich dieser Punkt, wo sich die senkrechte und die waagrechte trifft, wo sich die Polaritäten, die Extreme treffen. Seit ein paar Jahren hat sich das verändert und diese senkrechte und waagrechte Beschäftigung geht von der Polarität in eine Dualität über. Die Beschäftigung ist eher mit Kopf und Körper und Linien dazwischen. Und diese Linien versuche ich möglichst wegzunehmen, dünn zu machen, das auszuloten, wie schwer ein Kopf sein kann, damit er noch hält. Es hat sehr viel auch mit dem zu tun, wie ich die Welt sehe, wie ich unser Sein, unser Dasein empfinde. Eine ganz spezielle Geschichte ist noch, dass ich für mich entdeckt habe, dass im Holz bestimmte Kräfte vorhanden sind, eben diese Druck- und Zugkräfte. Der Fachmann nennt es Reaktionskräfte, und mit diesen Druckkräften arbeite ich. Also ich säge das Holz so auf, dass es quasi wie eine Feder sich noch zusammendrückt und zusammenhält und die Kopfgebilde dadurch stabilisiert werden.
C'était dans les années 68. J'avais envie d'acheter une maison en Provence, dans la Drôme. Et j'étais peintre, je faisais de la peinture figurative. Et quand j'ai fait restaurer cette maison, les maçons ont mis à bas des poutres, ont mis à bas des tas de détritus. Et je me suis dit que c'était à la palette. Il y avait du plâtre, il y avait du bois brûlé, il y avait du ciment. Et pendant un mois, j'ai travaillé avec tous ces éléments qui m'ont permis par la suite de faire un travail beaucoup plus construit, beaucoup plus matériel, liste. Et j'ai continué dans ce sens. Après, j'ai fait des choses beaucoup moins intimistes. J'ai fait des pièces beaucoup plus grandes, avec du zinc notamment. Du zinc, j'ai fait une série. Et cette série, je l'avais montrée à la galerie Laroux à Paris, qui était une galerie importante, où Nemours avait exposé, Poliakov avait exposé. Et on voulait me garder dans cette galerie, mais malheureusement, cet homme a fermé sa galerie parce qu'il s'est suicidé. Après, j'ai recommencé à faire un travail avec du goudron, avec du bois brûlé, avec tous les déchets que je pouvais trouver. Et cela m'a permis de faire un travail beaucoup plus prégnant, beaucoup plus, comment pourrais-je dire, j'ai travaillé surtout sur la mémoire des matériaux, sur la mémoire de l'homme. J'ai fait des fagots, j'ai pris des piquets de vigne, j'en ai fait des hommes, des sculptures. J'ai fait également du travail avec toutes sortes de déchets que je pouvais trouver. Avec également du papier goudron que je déchirais et j'ai décoré à l'intérieur du noir. Avec ce noir, j'ai fait des collages. J'ai fait beaucoup de choses avec du papier.